On croit tous prendre des dizaines de décisions par jour. Mais entre nous, combien sont de véritables actes de pouvoir qui te propulsent et combien sont juste des choix faits par habitude, par défaut ou pire par peur? Et si je te disais que reprendre la pleine maîtrise de tes décisions, c'est la clé pour débloquer ton véritable empowerment de leader et enfin piloter ton business et ta vie sans compromis? T'es pas là pour entrer dans le cadre et encore moins pour plaire à tout le monde. T'es différent, atypique, singulier, même si on t'a appris à le cacher. Sans compromis, c'est le rendez-vous de ceux qui veulent réussir pleinement, vivre intensément et briser les règles sans se briser eux-mêmes. Bienvenue dans Sans compromis, le podcast pour toi, dirigeant, entrepreneur, toi qui construis, qui innove, qui prend des risques chaque jour, mais qui, soyons honnêtes, te heurte parfois au mur de la décision. Ce moment où il faut trancher, où tout semble compliqué. Je suis David Lheureux et je suis ravi de t'accompagner aujourd'hui sur ce chemin. Alors aujourd'hui, on s'attaque à un pilier, un véritable réacteur de ton leadership et de ta sérénité, l'empowerment décisionnel. Oui, ça va parler de ta capacité à prendre des décisions, mais pas n'importe comment. On va voir comment transformer ce qui peut être aujourd'hui une source de stress ou d'hésitation en une affirmation puissante de qui tu es et de la direction que tu veux donner à ton entreprise et à ta vie. Quel est le programme que je t'ai concocté aujourd'hui? D'abord, en première partie, on va poser des fondations solides ou peut-être même bousculer quelques idées reçues. On va décortiquer ensemble ce que signifie vraiment l'acte de décider. Est-ce que c'est la même chose que faire un choix? Je te donnerai quelques clés en m'inspirant notamment des réflexions éclairantes de philosophes. Puis on plongera sans filtre dans les réalités de terrain, les enjeux colossaux de la décision en entreprise, l'environnement souvent complexe dans lequel tu évolues, les difficultés, les risques et bien sûr ces fameux syndromes et comportements classiques qui peuvent nous piéger. Ensuite, en seconde partie, on passera en mode solution, en mode action. On va identifier très clairement les 3 grandes manières que l'on a souvent inconsciemment de se déposséder de notre pouvoir de décision en le laissant à notre passé, en le confiant à un autre ou en le subordonnant à notre environnement. Et le plus important, on va voir comment, concrètement, reprendre véritablement le pouvoir. On parlera de conscientisation, observation sans jugement et je te proposerai même une petite routine simple pour analyser tes décisions importantes et muscler cet empowerment jour après jour. Le but, à la fin de cet épisode, que tu aies non seulement une compréhension plus fine de ce qui se joue quand tu prends une décision, mais surtout que tu repartes avec des pistes concrètes, une nouvelle énergie, une envie décuplée de devenir ce leader pleinement souverain de ses choix. Prêt à découvrir le pouvoir de tes décisions? Alors installe-toi confortablement, c'est parti. Ok, alors entrons dans le vif du sujet. Pour vraiment comprendre ce qu'est l'empowerment décisionnel, je crois qu'il faut d'abord qu'on s'arrête un petit instant sur les mots. On utilise le verbe décider à toutes les sauces dans notre quotidien de dirigeant, de manager, d'entrepreneur. Mais est-ce que tu t'es déjà demandé si décider, c'était vraiment la même chose que choisir? Et là, je voudrais te partager une perspective qui personnellement m'a beaucoup éclairé et qui est notamment explorée par des philosophes comme Charles Pépin. Tu vas voir, ce n'est pas juste une histoire de vocabulaire, c'est une distinction qui peut vraiment changer pas mal de choses dans ta manière d'aborder tes responsabilités et ton leadership. Alors d'un côté, tu as le choix. Quand tu choisis, la plupart du temps, tu optes pour une option parmi plusieurs qui sont déjà là, devant toi. Tu sélectionnes par exemple le meilleur profil parmi une liste de candidats. Tu choisis un fournisseur après avoir comparé plusieurs devis. C'est souvent un processus qui peut être très rationnel, analytique. Comme le dit très justement Charles Pépin, choisir, c'est avancer en connaissance de cause, avec des éléments que tu peux supposer, comparer. On pèse le pour, le contre, on cherche la solution la plus logique, la moins risquée, et celle qui correspond le mieux à des critères définis. Psychologiquement, faire un choix, c'est souvent moins engageant. Et puis de l'autre côté, il y a l'acte de décider. Et là, crois-moi, on n'est plus tout à fait dans le même match. L'étymologie du mot est super intéressante. Décider, ça veut dire trancher. Couper net. Tu sens la différence? Il y a une notion de rupture d'engagement qui est beaucoup plus radicale.
Quand tu décides vraiment, tu ne te contentes pas de piocher dans un catalogue d'options. Souvent, tu crées une nouvelle réalité, tu ouvres une nouvelle voie. Et surtout, et c'est ça qui est crucial, tu acceptes de renoncer. Tu coupes avec d'autres possibilités. Et pour reprendre cette idée forte de Pépin, décider, c'est accepter d'avancer sans tout savoir. C'est faire un pas dans l'incertitude armé de ta vision, de ta conviction. La vraie décision, elle implique d'assumer une part de risque et elle t'affirme profondément dans ce que tu es et dans ce que tu veux. Alors tu vas me dire, ok David, c'est intéressant, mais concrètement, en quoi cette décision est si importante pour moi en tant que leader ? Eh bien tout simplement parce que si tu y regardes de près, une grande partie de ce que l'on nomme décisions dans le monde de l'entreprise sont en réalité des choix. On choisit d'appliquer une procédure, de reconstruire un projet. Et ce n'est pas un problème en soi, mais la véritable décision, celles qui ont un impact stratégique, celles qui peuvent transformer ton entreprise, celles-là, elles exigent du cran, une vision claire et cette capacité à trancher, même quand tu n'as pas toutes les cartes en main. Pense à la différence entre choisir un nouveau logiciel de gestion pour ton équipe et décider de pivoter complètement ton offre. Et ça, je le vois tous les jours dans mes coachings. J'ai l'exemple d'une de mes clientes, une dirigeante incroyable qui pendant longtemps a choisi de s'arranger avec certains membres de son équipe qui clairement ne vibraient plus avec la direction qu'elle voulait donner à son entreprise. Elle sentait bien quelque chose clocher, mais faisait des ajustements à la marge. Elle repoussait l'échéance. Le déclic, ça a été de comprendre qu'elle devait passer d'un mode choix contraint à un mode décision affirmée. Le jour où elle a décidé, et je pèse mes mots, de bâtir l'équipe qui correspondait vraiment à sa vision et à ses valeurs, elle a enfin pu se séparer, et avec beaucoup de clarté et de respect d'ailleurs, des personnes qui n'avaient plus leur place dans ce nouveau chapitre. Ça n'a pas été un long fleuve tranquille, mais cet acte de décider a été fondateur pour elle et pour la suite de son aventure. Identifier clairement si tu es en face d'un choix simple ou à une véritable décision à prendre, c'est une compétence clé. Et à l'inverse, ne pas faire cette distinction ou pire, se réfugier systématiquement dans des choix de confort pour éviter de prendre de vraies décisions, ça peut avoir des conséquences dramatiques. J'ai malheureusement vu des entreprises où les dirigeants, par peur, par manque de clarté, ou simplement parce qu'ils ne conscientisaient pas l'importance de décider, ont préféré pendant longtemps faire l'autruche. Ils choisissaient de regarder ailleurs, de reporter des décisions difficiles, comme recruter des talents indispensables à des moments clés, ou se faire accompagner sur des enjeux stratégiques alors que l'entreprise en avait cruellement besoin. Le résultat, des occasions en or manquées, une perte de vitesse et parfois des réveils très douloureux avec des réductions voilures, voire même des licenciements qui peut-être auraient pu être évités si des décisions courageuses et assumées avaient été prises bien plus tôt. Comprendre cette nuance te permet de mobiliser ton énergie, ta concentration et surtout ton empowerment de manière beaucoup plus pertinente. Un choix, tu peux l'analyser, le déléguer en partie. Une décision stratégique, elle réclame ton implication la plus totale, ta pleine puissance. Parce que le lien avec l'empowerment, il est là. Faire un choix, ça peut parfois être un peu passif, on peut se laisser porter. Mais prendre une décision, une vraie, c'est l'acte d'empowerment par excellence. C'est reprendre les commandes, affirmer ta direction et t'assumer pleinement. Et c'est précisément ce chemin-là que je t'invite à explorer avec moi aujourd'hui. On a vu ce qu'est une vraie décision, cet acte de trancher, de s'engager pleinement. Mais la prendre, cette vraie décision, c'est souvent une autre paire de manches, surtout dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui. Tu le ressens tous les jours, j'en suis sûr, en tant que dirigeant, l'environnement est de plus en plus, disons, électrique. La réalité, c'est que tout bouge à une vitesse folle, l'incertitude est devenue la norme et tu dois très souvent naviguer à vue. Un jour, tu es submergé d'informations, le lendemain, tu as l'impression d'être dans un brouillard épais avec des signaux qui se contredisent. Et au milieu de ce maelstrom, la pression de la performance, pour l'innovation, pour la croissance, et surtout cette petite voix qui te souffle de ne jamais te tromper, elle est à son max. Pas évident de garder le cap et sa sérénité là-dedans. Et dans ce véritable tourbillon, prendre une décision en entreprise, ce n'est que rarement un chemin tout tracé. Tu es constamment au carrefour d'attentes multiples, souvent contradictoires, celles de tes équipes, de tes clients, de tes associés, de tes investisseurs si tu en as. Chacun arrive avec sa propre vision, ses propres priorités. Et chaque décision un peu structurante que tu prends, elle a un poids sur les chiffres évidemment, mais aussi et surtout sur les femmes et les hommes de ton entreprise, sur l'image de ta boîte, sur ta propre crédibilité de leader. Alors forcément, quand vient le moment de trancher, sans avoir toutes les réponses en main, sans cette fameuse boule de cristal pour te garantir les résultats,
l'enjeu te paraît énorme. Et qui dit enjeu énorme dit perception des risques importants. Le premier, le plus visible, c'est le risque de te tromper, de faire une erreur. Et juste derrière, tapis dans l'ombre, il y a cette fameuse peur de l'échec qui peut nous paralyser, nous glacer sur place. Combien de projets ambitieux, d'idées potentiellement transformatrices sont morts dans l'œuf simplement par peur de se planter? Combien de fois est-ce qu'on se surprend à repousser, à différer une décision difficile, non pas par manque d'éléments, mais par pure crainte des conséquences? C'est précisément là qu'intervient une notion absolument fondamentale, une notion qui pour moi est indissociable de la vraie décision, la responsabilité. Décider, au sens noble du terme, celui qu'on a exploré juste avant, ce n'est pas simplement choisir une option dans un menu. C'est prendre la pleine, l'entière, la totale responsabilité de cette option, de sa mise en œuvre et de ses conséquences quelles qu'elles soient. Oser dire c'est ma direction, j'y vais et j'assume ce qui en découlera. Et c'est là que je veux te partager une conviction qui m'est chère, quelque chose qui, je l'espère, peut vraiment faire bouger les lignes pour toi. Quand une décision est prise en pleine conscience, en étant totalement aligné avec qui tu es, avec tes valeurs, avec ce que tu veux profondément pour ton entreprise et surtout quand elle est prise en endossant cette pleine responsabilité, alors il n'y a fondamentalement jamais de mauvaise décision. Oui, tu m'as entendu. Bien sûr, les résultats ne seront peut-être pas toujours exactement ce que tu avais prévu ou espéré dans tes projections les plus optimistes. Il y aura sans doute des ajustements à faire, des leçons à tirer, parfois des chemins de traverse imprévus. Mais la décision elle-même, si elle est portée par cette puissance intérieure, par cet alignement et par cette responsabilité assumée, elle est juste au moment où tu la prends. Elle te permet d'assumer toutes les conséquences, non pas comme un fardeau écrasant, mais comme des données précieuses pour la suite et de continuer à avancer, à apprendre, à grandir avec sérénité. Imagine un peu un monde où toutes tes décisions ne seraient intrinsèquement jamais mauvaises, parce qu'elles sont authentiques, elles sont les tiennes, que tu es prêt à accueillir et à gérer ce qui en découle. Ça change radicalement la perspective. On a déjà parlé de la politique de l'autruche, cette tendance à éviter de prendre des décisions qui fâchent, à repousser en espérant que le problème va se régler de lui-même. Spoiler, ça n'arrive quasiment jamais. Il y a aussi ce que j'appelle la décisionnite aiguë. On décide pour montrer qu'on agit, on enchaîne les décisions, parfois sans vision claire, juste pour occuper le terrain. Ça rassure peut-être à court terme, mais ça peut créer beaucoup de confusion. Le fameux decision by committee, la décision par comité, où l'on multiplie les avis pour soi-disant enrichir la décision, mais où bien souvent on finit par diluer la responsabilité au point que plus personne ne se sent vraiment propriétaire du choix final. On arrive souvent à un consensus mou qui ne satisfait personne et ne fait pas vraiment avancer les choses. Et puis il y a tous ces biais qui nous guettent. La peur de sortir du statu quo, même quand il est plus adapté, le besoin irrépressible de consensus permanent qui peut tuer l'audace, ou encore l'impact de notre propre surcharge mentale et émotionnelle qui vient brouiller notre jugement. Tu vois, le tableau est loin d'être simple. Et c'est précisément là, au milieu de ce tumulte, que l'empowerment décisionnel est une dimension absolument cruciale. Avec un ancrage intérieur solide, sans cette conscience aiguë de son propre pouvoir et de ta capacité à naviguer dans ces eaux parfois très agitées, il est terriblement facile de se faire submerger, de finir par prendre des décisions purement défensives, ultra réactives, ou pire, de ne plus oser à décider du tout. L'empowerment, ce n'est pas une formule magique qui va rendre les décisions faciles et évidentes, non. C'est plutôt développer cette boussole intérieure, cette force tranquille, cette solidité qui te permet d'affronter les enjeux avec plus de clarté, plus de courage et au final, beaucoup plus de sérénité. Alors, cette capacité à décider en pleine souveraineté, cet empowerment dont on parle, ce n'est pas toujours quelque chose que l'on possède de manière innée ou constante. C'est un peu comme un muscle, si tu ne l'entraînes pas régulièrement, si tu ne l'utilises pas, il a tendance à s'atrophier. Et souvent, on cède notre pouvoir de décision de manière totalement inconsciente, par habitude, par réflexe conditionné, sans même s'en rendre compte. Identifier ces mécanismes, mettre de la lumière sur ces schémas, c'est déjà faire un pas de géant pour reprendre le contrôle. Je te propose donc qu'on explore ensemble 3 grands voleurs d'empowerment, 3 grandes tendances qui viennent discrètement nous voler notre capacité à décider pour nous-mêmes et par nous-mêmes. Le premier de ces voleurs, tapis dans l'ombre de nos expériences, c'est notre passé.
Ouais, tu as bien entendu, notre propre histoire, nos expériences antérieures, nos succès comme nos échecs. Comment est-ce qu'il s'y prend pour nous voler notre pouvoir? Eh bien, tout simplement en nous enfermant dans des schémas répétitifs. C'est le fameux « écoute, tu as toujours fait comme ci et ça a toujours marché comme ça. Alors pourquoi diable on changerait ?» Ou alors, à l'exact opposé, « Ah non, surtout pas ça, la dernière fois que j'ai tenté un truc qui ressemblait de près ou de loin à cette idée, ça a été une vraie catastrophe, alors crois-moi, on m'y reprendra plus. » On laisse une réussite passée nous rendre rigides et aveugles aux évolutions, ou un échec nous traumatiser au point de nous interdire d'oser à nouveau. On finit par prendre des décisions, ou plutôt à ne pas en prendre, en se basant sur des scripts écrits il y a des années, des scripts qui ne sont peut-être plus du tout en phase avec la situation présente. Pourquoi on se laisse piéger comme ça? Souvent, c'est une quête de sécurité dans ce qui est connu. Une peur bleue de l'inconnu ou parfois une sorte de loyauté un peu aveugle à des méthodes qui ont fait leurs preuves, mais autrefois. L'impact, tu peux facilement l'imaginer. C'est la stagnation, le manque cruel d'innovation, une incapacité à s'adapter aux nouvelles données de marché et donc inévitablement des opportunités précieuses qui nous filent entre les doigts. Et je pense particulièrement ici à ces entrepreneurs, ces solopreneurs parfois qui ont vécu un échec, qui ont planté une boîte comme on dit. Si cet échec n'est pas digéré, s'il n'est pas transformé en apprentissage, il devient une encre terrible. J'ai accompagné des personnes brillantes, passionnées par l'entrepreneuriat, qui après un revers préféraient la frustration et la routine d'un salariat qui ne les épanouissait plus du tout, plutôt que de retenter l'aventure. La peur, alimentée par ce passé non résolu, décidait littéralement à leur place, les empêchait de se relancer, même si le cœur leur criait de le faire. Le deuxième grand voleur d'empowerment, c'est celui qui nous pousse à laisser les autres décider à notre place. Et là, attention, je veux être très clair, il ne s'agit absolument pas de dire qu'il ne faut pas prendre d'avis, consulter ses équipes, écouter ses mentors ou ses partenaires. C'est sain, c'est nécessaire, c'est intelligent. Non. Ce dont je parle ici, c'est de cette tendance insidieuse à abdiquer notre responsabilité finale, à chercher une validation externe, quasiment systématique, avant d'oser bouger le moindre petit doigt. Ça peut être le conjoint qui a toujours un avis tranché, les enfants pour qui on croit toujours bien faire, les associés sans qui on ne se sent pas capable d'avancer, un mentor que l'on met sur un piédestal, ou même parfois son équipe au point de diluer complètement sa propre vision dans un océan de consensus mou. Tu vois, ce moment où tu te poses la question, et toi au fond, t'en penses quoi? Non pas pour véritablement enrichir ta réflexion, mais dans cet espoir un peu caché que l'autre va te donner la solution clé en main, ou qu'il va porter le chapeau avec toi si jamais les choses tournent mal. Pourquoi est-ce qu'on tombe si facilement dans ce panneau? Très souvent, c'est le reflet d'un manque de confiance criant en son propre jugement. Ce fameux syndrome de l'imposteur n'est jamais très loin. Ça peut aussi être la peur de déplaire, la peur de porter seul le poids de la responsabilité en cas d'échec, ou un besoin viscéral de reconnaissance qui nous pousse à chercher l'approbation des autres avant même de s'écouter soi-même. Les conséquences sont souvent douloureuses. On prend des décisions qui ne sont pas vraiment les nôtres, qui ne sont pas alignées avec nos propres valeurs, avec nos tripes. J'ai en tête l'histoire d'une cliente absolument formidable, qui avait un potentiel de leadership incroyable. Mais elle avait un père, lui-même entrepreneur à grand succès, à qui elle demandait systématiquement de valider la moindre de ses décisions. Elle n'arrivait tout simplement pas à avancer sans son accord, sans son approbation. Elle était comme paralysée. Le jour où elle a enfin conscientisé ce mécanisme, où elle a ressenti au plus profond d'elle ce besoin de reprendre son pouvoir, de s'autoriser à être la seule pilote de son navire, tout a changé. Non seulement elle a commencé à incarner pleinement son leadership, à prendre des décisions audacieuses et alignées, mais le plus drôle et le plus touchant dans cette histoire, c'est que ses relations avec son père se sont profondément améliorées. Il s'est senti soulagé. En fait, il ne demandait probablement que ça depuis le début, qu'elle prenne enfin sa place, sans lui déléguer implicitement la responsabilité de ses choix. Et enfin, notre troisième grand voleur, celui qui est passé maître dans l'art de nous fournir des alibis en béton armé. C'est de laisser notre environnement et les circonstances décider à notre place. À celui-là, il est redoutable, c'est le champion toute catégorie des phrases du type « Tu comprends, ce n'est pas le bon moment pour ça ». Ou alors « Avec la conjoncture actuelle, tu penses bien que je ne peux pas me permettre ». Ou encore « Je n'ai pas assez d'argent, de temps, de ressources pour investir là-dedans maintenant. Le marché n'est pas encore mûr pour une offre comme celle-ci. » Et le classique des classiques « Si seulement X, Y ou Z étaient différents, alors là, oui, on pourrait enfin y aller. » En gros,
On attend que les planètes soient parfaitement alignées, que toutes les conditions soient absolument optimales, que tous les feux passent au vert en même temps. C'est une forme de procrastination incroyablement efficace parce qu'elle est souvent masquée par des justifications qui ont l'apparence de la logique et qui semblent totalement externes à notre volonté. Qu'est-ce qui se cache derrière cette attitude ? La peur du risque, bien évidemment, souvent couplée avec une bonne dose de perfectionnisme paralysant. C'est aussi parfois le signe d'un manque de proactivité, d'une tendance à se percevoir davantage comme une victime des circonstances que comme un véritable pilote de son propre navire, le véritable architecte de sa propre destinée. L'impact, il est direct et absolument brutal. C'est l'inertie, le surplace, les projets qui restent à l'état de simples vœux pieux dans le coin de notre tête, et ce sentiment d'impuissance qui peut devenir terriblement frustrant et usant à la longue. Et l'excuse de l'argent, on en parle ? Je n'ai pas le budget pour ça, c'est trop cher pour l'instant, il faut d'abord que je sécurise X ou Y avant de penser à dépenser là-dessus. L'argent devient le paravent idéal pour ne pas sortir de sa zone de confort, pour ne pas prendre de risques. Et là, une question simple que je pose souvent, c'est « Ok, mais est-ce que c'est réellement impossible financièrement ou est-ce que c'est juste inconfortable pour toi de dépenser cet argent maintenant ? Est-ce que cette situation que tu veux changer va s'améliorer d'elle-même si tu ne fais rien ? Est-ce que cet investissement, cette dépense n'est pas en réalité une priorité pour débloquer la suite ? Bien souvent, utiliser l'argent comme excuse, c'est une manière très élégante de laisser son ego, sa peur du manque ou son besoin de contrôle absolu décider à notre place. Voilà, ces 3 grands voleurs d'empowerment, le passé, les autres, l'environnement. Est-ce que ça te parle ? Est-ce qu'en toute honnêteté, tu te reconnais dans l'une ou l'autre de ces tendances, même juste un peu, dans certaines situations ? Alors, si en écoutant la description de ces 3 voleurs d'empowerment, tu t'es reconnu, même juste un petit peu, je veux te dire une chose. C'est parfaitement normal. On a tous, à des degrés divers, nos petits mécanismes de fuite, nos habitudes bien ancrées quand il s'agit de prendre des décisions, surtout quand elles nous challengent. La très bonne nouvelle, c'est qu'une fois qu'on a mis de la lumière sur ces fonctionnements, une fois qu'on les a identifiés, on peut commencer à agir différemment, à reprendre activement les rênes. Et c'est exactement ce qu'on va faire maintenant dans cette dernière partie de notre exploration. Comment, très concrètement, on reconquiert ce pouvoir décisionnel pour devenir enfin ce leader pleinement souverain de ses choix. Reprendre son pouvoir décisionnel, ce n'est pas un coup de baguette magique, c'est un cheminement, une sorte d'entraînement quotidien, un engagement envers toi-même. Mais je te garantis qu'avec les bonnes stratégies et une dose de persévérance, parce qu'il en faut toujours un peu, tu peux radicalement transformer ta manière de décider et par extension ta vie et ton business. Alors par où commencer ? La toute première étape, le socle de tout le reste, c'est la conscientisation radicale. Maintenant, tu as une meilleure idée des pièges qui te guettent. Ce passé qui essaie de te dicter sa loi, ces autres dont l'influence peut parfois te dévier de ton cap, et cet environnement qui te fournit 1001 excuses pour ne pas bouger. L'idée, c'est de devenir une sorte de détective privé de tes propres processus décisionnels. Commence à t'observer activement, avec curiosité, avant de prendre une décision importante, ou quand tu sens que tu es en train de procrastiner, de patiner. Prends une pause et demande-toi, stop. Qu'est-ce qui est en train de se jouer là, en moi vraiment ? Suis-je sur le point de prendre une décision qui vient de mes tripes, de mon alignement, ou est-ce que je suis en train de retomber dans un de ces vieux schémas pour céder à la peur ? Est-ce ma conviction qui parle, ou bien le besoin de plaire, de ne pas décevoir ? Par exemple, tiens là, je suis en train de chercher frénétiquement l'approbation de X ou Y parce que j'ai une peur bleue de me tromper tout seul. C'est déjà un pas de géant. Tu sors de l'automatisme, tu crées un espace. Une fois que tu commences à voir tes schémas, la deuxième étape, c'est de cultiver l'observation. Mais attention, une observation sans jugement immédiat. C'est un peu comme si tu devenais un scientifique qui observe une expérience avec une neutralité bienveillante. Note tes pensées qui tournent en boucle, les émotions qui te traversent, la boule au ventre avant une décision, l'excitation d'une nouvelle idée, la confusion face à plusieurs options et même tes sensations corporelles. Remarque tes impulsions. Est-ce que tu as une envie irrépressible de fuir la situation, de te précipiter pour en finir au plus vite, ou de consulter frénétiquement 10 personnes pour avoir leur avis ? L'idée ici, ce n'est surtout pas de te flageller en te disant « Ah, je suis vraiment nul, je doute encore de tout ». Non,
L'objectif, c'est de collecter de l'information précieuse, factuelle, sur ton propre fonctionnement interne face à la décision. Accueille ce qui est là, sans jugement de valeur. C'est ta matière première pour ta transformation. Troisième point absolument crucial, apprendre à gérer ton critique intérieur et cette fameuse peur du jugement des autres. On l'a tous en nous, cette petite voix, parfois très forte, qui susurre à l'oreille qu'on n'est pas à la hauteur, que notre idée est vouée à l'échec, qu'on va se planter lamentablement, ou que les autres vont nous juger, nous critiquer, nous rejeter. Ce critique intérieur, il est souvent le meilleur ami de nos voleurs d'empowerment, il leur ouvre les portes en grand. La première chose, c'est d'apprendre à reconnaître sa voix, à l'identifier, et puis à questionner sa légitimité. Est-ce que ce qu'il me raconte là, c'est vraiment la vérité absolue, ou c'est juste une vieille peur, une vieille croyance limitante qui remonte à la surface? Et puis il y a la peur du jugement des autres. Elle est profondément humaine, mais elle ne doit pas dicter tes décisions fondamentales. Apprends à faire la différence entre un feedback constructif que tu peux d'ailleurs solliciter et intégrer intelligemment à ta réflexion ou la simple peur d'être critiqué qui, elle, te paralyse et t'empêche d'être toi-même. Rappelle-toi ce qu'on t'a dit plus tôt. Une décision prise en pleine responsabilité t'appartient. Elle est le reflet de ton chemin. Alors cultive l'autocompassion. Tu as le droit à l'erreur, tu as le droit d'apprendre. Ces erreurs, ce sont tes meilleures sources de croissance. Et enfin, une pratique que je recommande très souvent à mes clients et qui est redoutablement efficace pour muscler son empowerment, c'est ce que j'appelle le rituel d'analyse décisionnelle quotidienne. Ça peut te paraître un peu formel dit comme ça, mais en réalité, c'est très simple. Ça peut prendre juste 10 à 15 minutes chaque soir ou peut-être en fin de semaine, c'est plus facile pour toi. Prends un temps calme pour repasser tes décisions importantes ou significatives que tu as prises et pose-toi quelques questions clés, un peu comme un débriefing avec toi-même. Quelle était la situation initiale? Quel était l'enjeu précis? Quel était mon processus mental, émotionnel? Est-ce que j'ai suivi une intuition, une analyse? Les deux. Avec le recul, est-ce que c'était un vrai acte de décider au sens où on l'a défini? Ou est-ce que c'était plutôt un choix par défaut, par habitude, ou pour éviter quelque chose? Est-ce que je me suis senti pleinement aux commandes, en pleine possession de mon pouvoir? Ou ai-je senti à un moment que je cédais ce pouvoir à mon passé, à quelqu'un d'autre ou aux circonstances? Et la question la plus importante, qu'est-ce que j'apprends de cette situation pour la prochaine fois? Qu'est-ce que je pourrais faire différemment pour être plus aligné, encore plus souverain, encore plus en paix avec mes décisions? Ce petit rituel, c'est comme une séance de sport pour ton muscle décisionnel. Ça crée une boucle d'apprentissage et de renforcement positif qui petit à petit va véritablement transformer ta manière de décider et ta confiance en toi. Mais pour que toutes ces stratégies, la conscientisation, l'observation sans jugement, la gestion de ton critique intérieur et ces analyses régulières de tes décisions, pour qu'elles portent vraiment leurs fruits et s'ancrent durablement en toi, il y a une posture fondamentale à cultiver, un choix presque philosophique à faire au quotidien. C'est le choix radical de la responsabilité pleine et entière par opposition à son ombre insidieuse, la victimisation. Et là, je vais être très direct avec toi, parce que c'est un point absolument crucial et tu le sais, ici on est là pour parler sans compromis. On a tous, et je m'inclus dedans sans la moindre hésitation, moi le premier, cette petite tendance, parfois bien cachée, à flirter avec la posture de victime. Tu sais, ce moment où face à une difficulté, à un échec, à une situation qui nous déplaît, la petite voix intérieure commence à murmurer « Franchement, c'est pas de ma faute. J'y peux rien, les circonstances sont contre moi. Si seulement les autres étaient plus compétents, plus compréhensifs, moins gna gna gna. Si seulement le contexte économique, le marché, la météo étaient plus favorables. » Il peut y avoir une sorte de plaisir un peu honteux, une forme de complaisance presque confortable à se délecter parfois de cette posture de celui qui subit. Parce que, soyons tout à fait francs entre nous, n'est-il pas souvent beaucoup plus simple, en apparence du moins, plus reposant à court terme, de se sentir victime des événements ou des agissements des autres, plutôt que se mettre face à sa propre part de responsabilité, face à son propre pouvoir d'agir et de changer le cours des choses. Se positionner en victime, ça peut donner cette illusion trompeuse de se décharger d'un fardeau. Ça peut même parfois attirer une certaine forme de sympathie et surtout ça peut fournir un excellent alibi pour justifier d'inaction et de stagnation. Mais le problème, et c'est un problème absolument majeur pour quiconque aspire à diriger sa vie et son entreprise, c'est que cette posture de victime, elle ne donne jamais, au grand jamais, rien de bon, rien de constructif,
rien de puissant à moyen et à long terme. Elle nous maintient dans une forme d'impuissance apprise, elle nous empêche de grandir, d'apprendre de nos erreurs, elle nous coupe de notre véritable force créatrice, de notre capacité à innover et à rebondir. En clair, elle nous fait subir au lieu de nous permettre d'agir et de créer. Alors oui, je te l'accorde, embrasser la pleine responsabilité de ses choix, de ses actions et même de ses non-actions, c'est exigeant. Ça demande du courage, ça demande de regarder ses propres peurs, ses propres limites droit dans les yeux. Mais c'est la seule voie possible vers un véritable et durable empowerment. C'est la seule voie qui te permet d'influencer réellement le cours des choses et de construire la vie et le business que tu désires au plus profond de toi. Choisir la responsabilité, même quand c'est inconfortable, c'est choisir d'être le pilote de ton navire, même et surtout quand la mer est agitée. Et tu sais ce qu'il y a au bout du chemin quand tu choisis la responsabilité plutôt que la victimisation? Il y a quelque chose d'infiniment précieux, quelque chose que beaucoup d'entre nous, et peut-être toi qui m'écoutes en particulier, chérissent plus que tout. Il y a la liberté, véritablement. Parce que tu vois, en finir avec la victimisation et embrasser pleinement sa responsabilité nous amène directement et quasi inéluctablement au concept de liberté. Ce n'est pas juste une jolie idée pour se donner du courage. Pour moi, c'est un véritable sujet existentiel. Certains penseurs parlent même de la responsabilité comme l'une des grandes portes existentielles à franchir pour accéder à une vie pleine de sens et d'authenticité. Parce que la liberté, la vraie, celle qui te nourrit de l'intérieur, ce n'est pas l'absence de contraintes ou de difficultés. Ça, c'est une douce illusion. Non, la vraie liberté, c'est la capacité à choisir ta réponse face à ces contraintes. C'est ta capacité d'agir en accord profond avec tes valeurs, même quand c'est difficile. C'est cette sensation de se sentir maître de son destin, de ses choix, même au milieu du chaos et de l'incertitude. Et cette liberté-là, cette puissance intérieure, elle ne peut éclore, elle ne peut s'épanouir que sur le terreau fertile de la responsabilité pleinement assumée. C'est un paradoxe qui est au cœur de notre condition humaine. C'est en acceptant le poids apparent de nos responsabilités que nous devenons en réalité profondément, authentiquement libres. Alors pour toi qui mets peut-être la liberté comme quelque chose d'absolument essentiel, comme une valeur non négociable, comprends bien ceci, ressens bien ceci. Seule la responsabilité sans faille pourra t'amener et te garantir cette liberté authentique et durable que tu cherches tant. C'est le prix à payer, si l'on peut dire, mais crois-moi, la récompense, cette sensation de maîtrise, d'alignement et de liberté intérieure est absolument immense. C'est pourquoi, au-delà de tous les outils et de toutes les stratégies qu'on peut partager, n'oublie jamais de te reconnecter régulièrement à ta vision profonde, à tes valeurs fondamentales. Ce sont tes meilleurs alliés, tes ancrages les plus solides, ta boussole interne quand la tempête fait rage et que les options semblent tout aussi compliquées les unes que les autres. Ce sont elles qui t'aideront à trancher avec intégrité, à dire non quand c'est nécessaire pour dire oui à toi-même, à faire des choix qui te ressemblent vraiment, qui te nourrissent. Développe aussi ta confiance dans ton jugement. Chaque petite décision que tu prendras en conscience, en assumant, la renforcera. Et surtout, ose l'action. Bien souvent, mieux vaut une décision imparfaite que tu mets en œuvre et que tu ajustes en cours de route grâce au feedback du réel, plutôt qu'une décision prétendument parfaite qui reste indéfiniment dans ta tête et ne voit jamais le jour. J'ai vu tellement de dirigeants, d'entrepreneurs se métamorphoser en appliquant consciemment ces principes. Je pense notamment à cet entrepreneur qui était littéralement paralysé par la peur de mal faire après un premier échec entrepreneurial assez cuisant. En travaillant pas à pas sur la conscientisation de ses peurs, en apprenant à observer ses réactions, sans juger systématiquement et en instaurant cette petite routine de revue quotidienne de ses décisions, il a progressivement repris confiance en lui. Il a commencé par des toutes petites décisions, puis des un peu plus grandes, et il a fini par relancer un projet qui lui tenait vraiment à cœur et qui aujourd'hui est une belle réussite. Il n'a pas effacé son passé, ce n'est pas le but, mais il a appris à ne plus le laisser dicter son avenir et ses choix présents. Reprendre son pouvoir décisionnel, tu le vois, c'est un véritable engagement envers toi-même. C'est un engagement à devenir, jour après jour, l'architecte conscient et souverain de ta vie professionnelle et par ricochet de ta vie personnelle.
Et voilà, on arrive tout doucement au terme de notre exploration d'aujourd'hui, ce voyage au cœur de l'empowerment décisionnel. Si je devais condenser en quelques mots ce que j'aimerais vraiment que tu emportes avec toi après cet épisode, ce serait ceci. L'acte de décider, ce n'est pas une corvée, ce n'est pas un fardeau. C'est l'expression la plus pure de ton pouvoir de leader, c'est ta capacité à sculpter ta réalité. C'est un acte de responsabilité, oui, mais c'est surtout et avant tout un acte de liberté. On a vu ensemble à quel point il est crucial de faire cette distinction entre simplement choisir parmi des options et véritablement décider, c'est-à-dire trancher, s'engager, créer. On a exploré sans langue de bois le parcours du combattant que peut parfois représenter la prise de décision en entreprise, avec son lot de pression, de risques, de pièges comportementaux. Mais on a aussi planté cette graine, j'espère, cette idée que lorsqu'une décision est prise en pleine conscience, en pleine responsabilité, elle n'est jamais fondamentalement mauvaise, parce qu'elle est toujours une source d'apprentissage, de croissance et d'alignement. Et surtout, on a mis des noms sur ces fameux voleurs d'empowerment. Ton passé, les autres, l'environnement, pour que tu puisses mieux les déjouer. On a esquissé ensemble des pistes concrètes, des stratégies pratiques, de la conscientisation à l'analyse quotidienne de tes choix pour ne plus leur céder le pouvoir si précieux, pour cultiver cette souveraineté intérieure qui te permet de dire avec calme et conviction « je décide et j'assume ». Alors n'oublie jamais ça. Chaque décision, même la plus petite en apparence, est une nouvelle opportunité de t'affirmer, de te rapprocher un peu plus de ta vision, de tes valeurs, de te construire activement la réalité professionnelle et personnelle que tu souhaites vraiment. Ce pouvoir décisionnel, c'est un muscle et plus tu l'utiliseras en pleine conscience, avec courage et responsabilité, plus il deviendra fort, agile et fiable. Le plus grand risque finalement, ce n'est pas tant de prendre une mauvaise décision, c'est de ne pas décider du tout. C'est de laisser les autres, la peur et les circonstances choisir à ta place et te priver de ta liberté d'action. Alors, si tout ce dont on a parlé aujourd'hui ensemble résonne profondément en toi, si tu sens que tu es prêt à passer au niveau supérieur dans ta manière de décider, à véritablement incarner ce leader souverain, aligné et libre dont on a parlé, j'ai plusieurs façons de t'inviter à continuer cette conversation et cette transformation. D'abord, si ce podcast sans compromis t'apporte de la valeur, s'il t'éclaire, s'il te motive, la meilleure façon de le soutenir et de m'aider à toucher encore plus de dirigeants et d'entrepreneurs comme toi, c'est de t'abonner sur la plateforme d'écoute préférée si ce n'est pas déjà fait. C'est aussi de me laisser une note, idéalement 5 étoiles, si tu penses qu'il les mérite sincèrement, et un petit commentaire. Ça te prendra à peine 2 minutes et je t'assure que ça fait une énorme différence pour la visibilité et la diffusion du podcast. Et bien sûr, si tu penses à quelqu'un dans ton entourage, un ami, un collègue, un associé, à qui cet épisode pourrait être utile, n'hésite pas à lui partager. Ensuite, si tu as envie d'aller plus loin, de manière plus personnelle, si tu sens que tu as besoin d'un accompagnement sur mesure, pour débloquer ton propre pouvoir décisionnel, pour travailler en profondeur sur ta posture de leader ou pour naviguer les défis spécifiques que tu rencontres dans ton entreprise avec plus de clarté et de sérénité, je t'invite chaleureusement à me contacter. Merci enfin pour ton écoute attentive. N'oublie jamais, tu as en toi le pouvoir de décider et celui de réussir sans te perdre en chemin. Je te dis à très bientôt dans un prochain épisode de Sans Compromis. Tu penses trop, tu ressens fort, t'as toujours été trop pour les autres. Ici, t'es à ta place. Sans Compromis, c'est le podcast des esprits libres.